Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Si vous voulez, cet après-midi, je vais continuer mes petites capsules sur la physique quantique et qui va s'intituler l'histoire de la physique quantique, la partie 5, avec Werner Heisenberg de 1901 à 1976. C'était un physicien qui est allemand, d'origine allemande, qui est décédé à l'âge de 75 ans. Il est né en 1901, vous voyez que autour des années 20, il n'était pas très vieux, mais c'est un autre génie, tout comme Louis de Broglie, qui a pondu quelque chose d'exceptionnel par rapport à la physique quantique. On va résumer un petit peu, parler un peu de Heisenberg. Il a étudié à l'université de Munich en Allemagne, et il y a eu comme professeur éminent Arnold Sommerfeld. C'est lui qui avait déterminé les ellipses et la façon dont l'angle suivant laquelle les électrons tournaient autour de l'orbite de l'atome de Bohr. Et avec Louis de Broglie, on a vu que Louis de Broglie avait amené une chose très importante que personne n'avait détecté avant ça, qu'il considérait qu'une particule pouvait être associée à une onde, mais Louis de Broglie, c'était toujours dans l'optique de l'atome de Niels Bohr. Ça veut dire que l'atome circulait autour d'un cercle, et Louis de Broglie a associé l'électron à une onde dans l'esprit de l'atome de Niels Bohr. Et à partir de cela, de cette situation, quand Heisenberg va arriver, on va cataloguer la physique quantique en deux parties. Il y a eu la vieille physique quantique avant Louis de Broglie. Louis de Broglie, c'est le passage entre la vieille physique quantique et la nouvelle physique quantique, celle de Max Planck, Albert Einstein et de Niels Bohr. Et Heisenberg était un étudiant très brillant, et il avait assisté à une conférence de Niels Bohr. Je crois que Niels Bohr était allé en Allemagne, et il avait posé une question à Niels Bohr au sujet de la physique, et Niels Bohr s'était aperçu que cet élève-là avait quelque chose d'exceptionnel, et après la conférence, il s'est organisé pour la rencontrer. Il l'a invité à venir à son institut à Copenhague, parce qu'on sait que Niels Bohr était d'origine danoise. Et pour ce faire, il a bénéficié d'une bourse de l'Institut Rockefeller aux États-Unis, pour aller passer, je pense qu'il a passé 2 ans, excusez, il a passé 2 ans à Copenhague avec Niels Bohr, à étudier le développement de la physique quantique. Mais Heisenberg n'aimait l'atome de Niels Bohr, pour lui, ça faisait pas son affaire. Il n'était pas d'accord avec ça en principe, et il va retourner aux oscillateurs de Planck, Max Planck, quand il avait expliqué comment le phénomène du corps noir. Pour Heisenberg, l'atome, c'était un genre d'oscillateur qui émettait ou recevait des photons, émettait ou absorbait des photons. Et vu que de Broglie avait dit que toute particule pouvait être associée à une onde, Heisenberg croyait ça fermement que ce que de Broglie avait trouvé, c'était exactement ce qui se passait dans la physique. Mais Heisenberg disait qu'il ne pouvait pas se représenter un modèle atomique d'un atome. C'était quasiment impossible, parce qu'on ne pouvait pas les voir, et c'était impossible de les représenter comme Niels Bohr les avait représentés, comme le système solaire. Le Soleil, c'était le noyau, et les planètes, c'était les électrons qui tournaient autour du noyau du système planétaire.
Et là, Heisenberg, c'était un physicien, mais très très fort en mathématiques. Fait que lui, il avait pensé à un système complètement différent, là. Toujours un peu en association avec Louis de Broglie, là, qu'il essayait de trouver mathématiquement les 4 nombres quantiques que Bohr avait déterminés, là, et les autres, là, N, K, M et S, là. S, c'est le spin de Pauli. K et M, c'est la façon dont les électrons tournaient autour du noyau de Sommerfeld. Et N, c'est Niels Bohr qui avait trouvé ça. Et là, il a fait... lui, dans sa tête, on ne pouvait pas représenter un électron qui tourne autour d'un noyau avec les coordonnées qu'on a dans notre système à nous autres. Point X, Y et Z, là, pour déterminer par rapport à un autre point, là, si on fait X, Y et Z dans l'espace, on va être capable de déterminer le point exactement ce qui se trouve. Mais pour Heisenberg, ça, c'était une impossibilité, parce que l'électron était une onde, une particule, mais était une onde. Ça fait que lui, il a imaginé des tableaux, ça c'est très très compliqué, là. Il n'y a personne, quand il est arrivé avec ça, là, il n'y a aucun physicien qui comprenait ça, presque pas. Ce système-là, là, c'était incompris par les physiciens du temps. Il a imaginé des tableaux, là, suivant les fréquences. Lui, il a dit il disait qu'un atome, c'était avec ses électrons, ça absorbait et ça émettait des photons. Dans sa tête, c'était comme ça. Et il a sorti des tableaux comme ça, là, avec la fréquence, l'impulsion du photon et sa position éventuellement autour du noyau. Et là, il a réalisé une chose que dans notre système à nous autres, là, ça ne marche pas comme ça. Si vous multipliez 2 par 3, ça fait 6. Et si vous multipliez 3 par 2, ça fait encore 6. Sauf que dans le système quantique, si vous multipliez le tableau, mettons celui-là, multiplié par celui-là, le résultat va être différent si vous prenez le premier tableau, le X, multiplié par P. Il va y avoir une différence toujours égale H sur 2π. Ça, dans notre système à nous autres, ça ne marche pas. C'est égal. Sauf que dans la physique quantique, c'est ça qui se produit. Et il retrouvait le nombre H sur 2π que Niels Bohr avait trouvé empiriquement, sans savoir, sans comprendre comment ça se fait. Le H sur 2π avait été expliqué par Louis de Broglie en associant la particule à une onde. Et ça, quand il est arrivé avec ça, là, il n'y a pas grand monde qui comprenait ça. Mais il y avait un physicien, je crois d'origine allemande, là, pas Max Bohr, mais Born, que lui, il avait étudié un peu le calcul matriciel, les matrices, là, puis il a réussi à comprendre et à expliquer parfaitement qu'est-ce qui se passait avec ça dans le calcul matriciel. Et 2 ans après, Heisenberg, en 1927, ça, il a fait ça en 1925, il était né en 1901, mais il y avait 24 ans, là. Hein, ça veut dire que c'est un genre de génie, là, comme ceux que j'ai parlé auparavant, là. Il n'y a jamais dans l'histoire de l'humanité, là, autant de savants, de génies, dans une aussi courte période, 1900-1930. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Mais là, ça arrivé dans cette époque-là. Et là, il émet son principe d'incertitude, qui dit qu'on ne peut pas connaître simultanément la position et la vitesse d'une particule. Si vous mesurez sa position, sa vitesse va être aléatoire. Vous ne pourrez pas la déterminer exactement. Et plus vous êtes précis sur la première mesure, plus l'autre va être indéterminé. Ça veut dire que ça va être, les probabilités vont être moindres que vous déterminiez la position ou la vitesse, dépendant que la première que vous analysez. Si vous analysez la vitesse, la position va devenir
moins précise. Et si vous analysez la position en premier, la vitesse va devenir moins précise. Ça, c'est le fameux principe d'incertitude de Heisenberg qui a émis en 1927. Et ça, comment ça se fait, cette chose-là? Ben là, il faut se rapporter dans l'infiniment petit. Si on parle du photon, qu'on se souvient qu'Albert Einstein, en 1905, avait expliqué l'effet photoélectrique. Un photon qui frappe un électron va le perturber au point qu'il va créer un courant électrique dans l'effet photoélectrique. À ce moment-là, le photon, par rapport à l'électron, c'est très très gros, même si son inertie est, par rapport à nous autres, est tellement faible que on ne peut pas s'imaginer qu'il peut y avoir une inertie là-dedans. Mais quand vous rentrez dans les particules atomiques microscopiques, un photon, c'est très très important, c'est très très gros. C'est comme si vous, comment est-ce que je dirais, donc, vous vouliez tuer un éléphant avec assommer un éléphant avec un autre éléphant. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'un si gros boulet pour tuer un éléphant, mais dans le monde quantique, il existe un photon et il est à l'échelle des particules subatomiques, là, les électrons, les protons, les neutrons, ces choses-là. Et il est très très gros par rapport à eux autres. Et si maintenant, on va essayer de prendre une comparaison qui peut être boiteuse, là, mais c'est plus facile à comprendre. Si on prend, mettons, notre système solaire, l'atome de Niels Bohr, supposons que je prends le Soleil, c'est le noyau, la Terre, c'est un électron, la planète Mars, c'est un autre électron, la Lune, mettons que ça sera un photon. Et un météorite, moi je vais appeler, là, on philosophe un peu, là, un météorite, mettons, qui est très gros, comme assez pour qu'il puisse se rendre à la Terre, là, ou disparaître un peu avant d'arriver, là, disons gros comme, mettons gros comme ça. 3 pieds, mettons 1 mètre de diamètre. Si vous voulez mesurer la position de la Terre avec un photon qui est gros comme la Lune, par exemple. Si la Lune, qui est un photon, on philosophe, là, arrive pour mesurer la Terre, à ce moment-là, la Lune est tellement grosse par rapport à la Terre qu'il va avoir un impact sur la Terre. À ce moment-là, la Terre va changer sa course, dépendant comment vous la frappez. Si vous la frappez perpendiculaire à sa rotation, mettons à la rotation, elle va avoir tendance à s'en aller vers le Soleil, elle va dévier un peu, et si vous la frappez de côté, elle va, en tout cas, la Terre va changer sa course. Et par ailleurs, si vous avez un météorite qui frappe la Terre, il s'en vient, mettons, je sais pas, à 25 000 milles à l'heure, ou 25 000 km à l'heure, il rentre dans l'atmosphère, puis mettons qu'il se rend jusqu'à la Terre. Mettons qu'il ferait un trou comme il y a eu, mettons, en Sibérie, là, dans les années 1910, à quelque part par là. Là, il y a un météorite qui est assez gros, qui a frappé la Terre, mais apparemment, ils n'ont jamais trouvé le météorite, parce qu'apparemment, ils prétendent que ça serait volatilisé, là, vaporisé, avant de toucher à la Terre. Mais il y a des photos, là, si vous allez dans Internet, vous pouvez probablement les trouver, là, que vous voyez dans un rayon, je pense, de 25-30 km, les arbres ont tous été couchés, là, différentes façons, là, où l'impact s'est produit avec le météorite, mais l'impact, il ne s'est pas rendu à la Terre, apparemment, il s'est vaporisé, là, juste au-dessus, peut-être à 1000 pieds ou 2000 pieds dans l'atmosphère, mais là, ça a fait comme une bombe atomique, là. Puis à ce moment-là, tous les arbres ont dans différentes directions. Là, ça ne paraît plus aujourd'hui, ça fait trop longtemps, tout a repoussé, là. Mais il y a des scientifiques qui étaient allés autour des années 1912, là, parce que ça avait été rapporté ça, par des habitants de ce coin-là, là, qui avaient vu une immense lueur dans le ciel, là, puis en tout cas. Pour en revenir à notre affaire avec la Terre, là, le météorite, lui, quand il frappe la Terre s'en aperçoit pas, presque pas. Parce qu'il est tellement petit
par rapport à la Terre, que la Terre va continuer son petit bonhomme de chemin, comme si rien n'était. Dans le monde quantique, on n'a pas de mini-photons. Il existe des photons. Mais si on veut philosopher, supposons qu'on aurait un mini-photon qui serait des millions de fois plus petit qu'un photon. Des millions de fois. Si vous allez mesurer l'électron, avec ce mini-photon-là, il ne s'en apercevra pas. Hein, vous allez le mesurer, puis vous allez savoir qu'il était là. Et vous pouvez calculer sa vitesse après, parce qu'il ne s'en est pas aperçu. Hein, autrement dit, vous l'avez observé par la bande. Là, vous allez être probablement en mesure d'être capable de mesurer sa vitesse, et le principe de Heisenberg disparaîtrait. Parce que vous rentrez à l'intérieur de l'atome, et vous ne la perturbez pas. Mais on ne peut pas faire ça, parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut, et c'est tellement microscopique, et c'est tellement petit, qu'à notre échelle, on n'a pas les valeurs. Il faut se servir des photons qui sont émis par les atomes pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. C'est donc dire que peut-être, on ne sait pas, peut-être que dans 50 ou 100 ans, les hommes auront peut-être trouvé quelque chose qu'on pourra aller voir à l'intérieur de l'atome sans que les particules s'en rendent compte, mais ça, on philosophe là. Hein? On fait juste philosopher. Et si on revient à Heisenberg, vous voyez qu'il a fait faire un grand saut à la physique quantique, là, à partir de Louis de Broglie, qui lui se basait sur le modèle de Niels Bohr. Mais Heisenberg lui a complètement balayé tout ça, puis il a imaginé un système juste complètement mathématique, là, incompréhensible par la plupart des hommes, des physiciens de son temps, là. On voit que c'était véritablement un vrai génie, là. Et il retrouvait les nombres, les 4 nombres de Niels Bohr. Avec ça, il pouvait retrouver, pas lui, c'est Pauli qui l'a aidé, là. Il n'était pas capable de trouver le spectre avec cette formule-là, mais Pauli l'a aidé, puis il déterminait exactement tout ce que Niels Bohr avait trouvé. Ça veut dire que là, la physique quantique entrait dans une nouvelle ère qui devient de plus en plus incompréhensible, là, parce que c'est au niveau des initiés, là, ceux qui ont étudié beaucoup là, ces choses-là, la physique quantique, ça devient de plus en plus compliqué et de plus en plus abstrait. Mais encore une fois, je le dis, si nous n'avions pas compris la physique quantique, je ne pourrais pas vous parler avec les ordinateurs aujourd'hui, là, avec les caméras numériques, puis toutes ces choses-là, là. Sans la physique quantique, ces choses-là n'existeraient pas. Et je termine en disant que Werner Heisenberg, qui était né en 1901, un génie exceptionnel, a révolutionné la physique quantique en la considérant, en éliminant le système planétaire d'abord, là, et en considérant l'atome comme un objet purement mathématique, là, qu'on ne peut pas se figurer, on ne peut pas se créer d'image, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que ça peut représenter, là. Mais lui, il a fait avancer jusque-là. Et dans la prochaine capsule, on parlera probablement de Schrödinger, qui lui n'était pas d'accord avec Heisenberg, là, parce que lui, Schrödinger considérait que il était un peu du même avis qu'Albert Einstein. Puis quand Albert Einstein, quand ils ont parlé de ça, Albert Einstein, que le calcul matriciel de Heisenberg, là, il a jamais été d'accord avec ça. Il disait que Heisenberg avait pondu un gros œuf quantique, là, parce que lui, le déterministe dans la physique, Albert n'a jamais accepté que ça ne pouvait pas exister dans la physique quantique. Mais c'est pour ça que j'ai fait une petite analogie, là. Moi, je suis un profane là-dedans, là, mais je comprends un peu ça. Avec la Terre et la Lune comme un photon, là, c'est sûr que si on avait des particules 1 million de fois plus petits qu'un photon, ou 1 milliard, comme vous voudrez, là, et qu'ils pouvaient nous donner une réponse, probablement que l'atome ne s'apercevrait pas qu'on va voir qu'est-ce qui se passe là-dedans.
Et peut-être que le déterminisme d'Albert reviendrait dans la physique quantique, on ne le sait pas. Et je termine sur ceci, en disant que Werner Heisenberg est un autre génie, qui a fait passer la physique quantique à une autre étape, beaucoup plus abstraite, mais qui va se continuer encore avec Schrödinger et Dirac. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.